la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Et comme vous pouvez voir, je suis accompagnée d'un super panel et ça va me faire plaisir de vous les présenter dans quelques instants. Pour plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous utilisez cette plateforme et moi, j'aimerais m'assurer que ça fonctionne avec tout le monde. Alors, peut-être vous avez un petit webinaire chat et ça me ferait plaisir quand quelque part les gens puissent nous faire des petits coucous en se présentant. Tapez votre nom, tapez le nom de votre entreprise. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes présent dans la salle avec nous. Puis, on va pouvoir prendre acte de tout ça. Alors, on a déjà plus d'une cinquantaine ou on me dit même 94 inscriptions. Alors, on va avoir pas mal de monde aujourd'hui. Bonjour. On a Cathy de KB Gestion, on a Christiane également à la Chambre, on a France Boisclair d'Alpa. Alors, je vois les noms qui commencent à rentrer. C'est très agréable. Alors, maintenant, vous savez exactement où interagir avec nous également. Alors, on est là pour vous. On voulait discuter avec plusieurs professionnels. Donc, ça va être quelque chose d'important. On m'a dit que Stéphane Boyer également, notre vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval, était présent. Alors, s'il est arrivé, ça va me faire plaisir de saluer également. Je vais en prendre pendant que vous êtes en train de vous présenter virtuellement tout le monde, c'est toujours agréable. Je vais en profiter pour vous dire que c'est la première fois qu'on fait un Midi Mag en mode webinaire. Alors, c'est une première pour la Chambre de commerce. Certainement pas une dernière, d'après ce que je peux voir. Les gens ont répondu de façon très positive à notre événement. Et vous le savez, ce genre d'événement-là, on ne peut pas le faire. C'est surtout pas gratuit pour nos membres si on n'a pas un appui extraordinaire de la part de nos partenaires qui sont également des membres à la Chambre. Et j'aimerais prendre un instant pour les saluer pendant que je vous salue. Alors, je vois Vicky Bélan, Éric Dufresne, Jocelyne Chartrand également. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie particulièrement Albi Le Géant, la Banque nationale qui est présente avec nous, Desjardins Entreprises de Laval-Laurentide, Jumelin, la financière Sun Life, Rousseau-Lefebvre qui est également présent avec nous, et 2M Média. Alors, c'est grâce à du soutien de nos partenaires qu'on est capable de réaliser des événements comme celui-là. Et puis, de façon particulière, règle générale, lorsqu'on a un Midi Mag, les gens sont autour d'une table, vous pouvez venir serrer leurs mains, leur dire bonjour. Alors, en quelque part, je pense que ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a un très bel écosystème d'entraide à la Chambre de commerce. On peut vous référer de très belles expertises pour vous, les chefs d'entreprise. Et donc, on vous encourage à faire affaire avec nos partenaires et d'aller découvrir comment eux peuvent être un vecteur de croissance pour votre entreprise. Et ces entreprises-ci en particulier, qui sont nos partenaires, je pense que c'est un très, très bel exemple. Alors Pierre Damour d'Interaction, bonjour. Daphné, bonjour. Tracy Perrault également. C'est vraiment le fun de voir tout le monde qui est en train de se présenter virtuellement. On était loin de se douter que l'expérience qu'on est en train de vivre là, allait nous donner des moyens techniques et un savoir-faire pour nous organiser et en si peu de temps avec notre Midi Mag en ligne. Et donc, j'aimerais en quelque part remercier mon équipe. Alors, plusieurs d'entre eux sont présentés tantôt. J'ai une équipe en or qui, en 24 heures, et comme plusieurs de vos propres équipes à vous qui êtes en ligne, là, ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, une capacité de tout revirer, de se remettre en télétravail et de continuer à être à l'écoute des membres et de se trouver de nouvelles façons d'être à l'écoute des membres. Alors là, c'est un cri du cœur de la part de votre PDG. À mon équipe extraordinaire, un gros merci de tout ce que vous faites. Puis, ils sont là pour vous, chers chefs d'entreprise, à votre écoute, pour pouvoir vous référer rapidement et très efficacement, je dois le dire. Alors, merci à mon équipe. Alors, j'aimerais vous introduire notre grand visionnaire, qui est notre président du conseil d'administration, Michel Rousseau. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des bénévoles en or. Et Michel, je pense que je te laisse le mot d'ouverture officielle. Merci, Caroline. Donc, bonjour, chers élus. Évidemment, Stéphane, salut. Chers membres de la Chambre, évidemment, j'aimerais moi aussi saluer nos experts qui ont bien accepté de vouloir venir nous éclairer. Nos partenaires financiers, évidemment, c'est super important. On veut vous remercier non seulement pour votre présence, votre appui, mais votre solidarité en ces moments difficiles. C'est pas évident, cette crise. Évidemment, on n'arrête pas de le dire que c'est historique. Je pense que c'est surtout important de savoir que ça va changer, évidemment, notre société à jamais. On en est au 35e jour de cette crise au Québec, puis déjà, ben, on voit qu'il va y avoir des changements. On a pu voir que nos entreprises se sont adaptées à une vitesse assez importante.
Mais la reprise qu'on nous annonce, le déconfinement, bien, on voit déjà que le modèle économique de la reprise en V potentielle ne fait plus tellement partie du radar de certains économistes. Peut-être que nos experts pourront nous le confirmer. On regarde davantage la reprise en U là, pour l'instant. Heureusement, nos gouvernements sont intervenus rapidement, ont proposé toute une série de mesures, mais ces mesures se sont succédées à un rythme assez effarant. On en a eu même une nouvelle tantôt. Donc, c'est pour ça que nos experts vont être là un petit peu pour nous écairer là-dedans, nous permettre de faire des choix, évidemment, puis de mieux conseiller nos chefs d'entreprise. Je suis très fier de voir la rapidité à laquelle nos entreprises se sont adaptées. On va pouvoir aussi s'inspirer de différentes initiatives qui ont eu cours un petit peu sur le territoire avec les capsules que la Chambre organise à chaque jour. Donc, merci Caroline, Jean-Sébastien et tout le reste de l'équipe pour y travailler là-dessus. Et cette relance, bien évidemment, quelle forme qu'elle va prendre? Évidemment, on ne sait pas tout le monde encore à 100%. On sait que derrière cette crise sanitaire, bien évidemment, il va y avoir un mouvement vers la démondialisation, probablement un réalignement des forces géopolitiques, puis même la crise climatique qui va se réinviter, évidemment, dans le discours, ça c'est clair. C'est pour ça que la Chambre de commerce s'implique beaucoup avec la société socio-économique de Laval pour préparer une relance. Il y a un comité de la Chambre, d'ailleurs, qui travaille à identifier des pistes de solutions et on compte bien rencontrer la Ville dans les prochaines semaines pour, évidemment, leur faire part des différentes suggestions qu'on a reçues de nos membres et des débats qu'on a eus, évidemment, au sein de ce comité. Devant autant d'adversité, j'ai confiance. Au fil des ans, à force de côtoyer des gens d'entreprise, j'ai pu voir des gens qui avaient beaucoup de caractère, beaucoup de résilience, mais aussi beaucoup d'imagination. C'est pour ça qu'on est capable de se remettre sur pied, oui. On va créer un nouveau modèle plus créateur de richesse, plus équitable et plus durable. Fait que je vous remercie tout le monde d'être présent ici aujourd'hui. Puis évidemment, je m'en voudrais de ne pas terminer cette allocution en vous disant « ça va bien aller ». Merci. Un grand merci, Michel. Et donc, sans plus tarder, la façon qu'on va procéder est assez simple. On a nos panélistes qui vont nous présenter de l'information de base. Et là, je vois encore, là, bonjour Tom Hopkins et les autres personnes qui sont jointes à nous. Vous avez un chat box où il y a moyen pour vous, de façon privée, de lever la main et de pouvoir poser des questions. Mais avant de le faire, je vais permettre à nos panélistes de présenter les expertises, les aides disponibles actuellement, leur propre petite présentation avant et par la suite, on pourra répondre à des questions cas par cas. Si jamais il y a énormément de questions, ça se pourrait qu'on ne puisse pas répondre à l'ensemble des questions, mais on va faire notre possible parce qu'il est présentement 11h39, on devrait avoir le temps. Alors, sans plus tarder, je vous présente Michel Sirois de la Banque nationale. Il est le vice-président associé au service aux entreprises et responsable de la force de vente pour la région de Laval, Rive-Nord, depuis août 2018. Puis Michel cumule plus de 22 ans d'expérience en financement d'entreprise. Bienvenue, Michel. Je vous présente également M. Hubert Makwanda. Il est président du cabinet conseil international Consilium Capital Humain Incorporé. Il possède plus de 25 ans d'expérience en développement organisationnel, en formation de cadres et de personnel, et également en planification stratégique et gestion du changement. Bonjour Hubert. De chez Deloitte, nous avons un duo, Jonathan Couture-Casa, qui est le directeur des services conseil finance. Il se spécialise dans la planification financière stratégique et il aide ses clients à trouver les bons programmes financiers. C'est la bonne place. Il sera accompagné de Gérard Lemelin, qui est le directeur principal et expert en fiscalité. Bonjour à vous tous, messieurs, et bienvenue. Alors, pour démarrer, je demanderais peut-être à nos amis de chez Deloitte, Jonathan et Gérald, de nous présenter à haut niveau ce qui se passe actuellement dans le portrait de l'écosystème québécois, canadien et lavallois et qui pourrait avoir un impact sur nos chefs d'entreprise présents aujourd'hui. Oui, donc merci Caroline. Bon, tout le monde a vécu un peu la petite histoire de la pandémie qui se poursuit, mais on a vu une gradation dans les différentes formes d'assistance, d'aide de la part de nos gouvernements. Et même maintenant, on est rendu au domaine des villes s'impliquent même maintenant
pour accompagner nos chefs d'entreprise et même certains congés pour les particuliers. Donc, il y a eu vraiment une gradation. Alors, au début, le gouvernement a accordé certains reports, notamment au niveau des obligations fiscales, au niveau du report de paiement des impôts, des acomptes provisionnels pour aider la liquidité au sein des entreprises. S'en est suivi une série de mesures plus du domaine du financement que Michel Sirois va discuter et mon collègue Jonathan Couture-Casa peut aussi en discuter. Une panoplie là, de gros montant d'argent qui a été accordé, mais plus sous forme de financement, de garantie de prêt. Et puis là, on regardait ça, on dit, ben écoute, quand est-ce qu'on va avoir des aides, des subventions pour venir aider nos entreprises qui sont dans le besoin parce qu'on sentait que certaines personnes ne seraient pas admissibles à ces formes de financement-là. Alors, le gouvernement a poursuivi avec des aides d'abord au niveau des particuliers. Par exemple, avec l'annonce de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, des annonces aussi pour les travailleurs autonomes. Et enfin, le programme phare qui a été annoncé pour les entreprises, c'est bien entendu la subvention salariale d'urgence du Canada, la SSUC. Il y a d'autres programmes là, qui ont été annoncés ici et là, mais présentement, le programme là, qui intéresse beaucoup d'entreprises, c'est vraiment la subvention salariale d'urgence du Canada, qui a elle-même évolué dans les 3 dernières semaines, puis elle a encore évolué le week-end dernier, puis je crois qu'elle va encore évoluer dans les prochaines semaines. Donc, on en discutait en préparation de ce webinaire qu'il faut être à l'affût, les choses changent pratiquement aux heures, au jour le jour. J'ai l'impression de vivre un budget de la part du gouvernement du fédéral et du Québec à tous les jours, une panoplie d'informations à digérer pour nos gens. Il faut être à l'affût de ces informations-là pour prendre des décisions difficiles, rapides, puis qui vont avoir des impacts à long terme pour nos entreprises. Donc, c'est une situation complexe qu'on vit, sans précédent. Michel Rousseau en faisait mention. Donc, compte tenu de cette gradation-là, si vous le permettez, je laisserai maintenant la parole à Michel Sirois, qui va d'abord aborder l'aspect financement via les institutions financières. Puis, je reviendrai avec le volet aide gouvernementale pour compléter les propos de Michel. Merci Gérald. Bon midi à tous. Merci d'être là. C'est très apprécié. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais passer à travers les différents programmes que les différents paliers de gouvernement ont mis de l'avant au cours des dernières semaines. Puis comme Gérald le mentionnait, ça change régulièrement. Donc, on avait décidé de ne pas faire de présentation ou de vous présenter ça sur du type PowerPoint parce que ça change tellement vite. Puis on en a un exemple qui vient d'arriver tout juste avant. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les différents programmes qui ont été mis de l'avant par les banques aussi, dont la Banque nationale, évidemment, puis Desjardins et tous les autres, puis les différents programmes que les entreprises peuvent avoir accès. Premièrement, au niveau des banques, tout le monde a mis de l'avant des programmes de moratoire pour les entreprises de jusqu'à 6 mois. Donc, ça a été une première vague qui a eu lieu, en tout cas chez nous, au tout début de la crise. Puis là, on a pas mal passé à travers eu des discussions avec pas mal tous les clients. Donc, j'imagine que c'est la même chose à travers les autres institutions financières. Donc, ça a été la première étape pour donner un petit peu d'air aux entreprises. Ensuite, il y a eu le fameux programme de prêt de 40 000 qui avait été annoncé vers la fin mars, qui a été mis en ligne par toutes les institutions financières jeudi passé. Donc, dans le fond, c'est un programme pour les entreprises qui ont des masses salariales sur le T4 sommaire. Donc, c'est le document de base qui était de 50 000 à 1 million. Puis là, tout juste, on a appris, en tout cas, je l'ai appris il y a 15 minutes, là, que le gouvernement avait allégé aussi le critère. Donc, c'est les T4 sommaires qui sont entre 20 000 et 1,5 million de dollars sur la masse salariale pour l'année dernière. Donc, principe assez facile. Vous allez sur le site de votre banque principale pour faire la demande. C'est une demande en ligne. Puis, les fonds sont disponibles habituellement entre 2 et 5 jours après que l'entreprise a été acceptée par l'institution financière. Donc, assez simple. 0% d'intérêt jusqu'en 31 décembre 2022. Puis, si vous remboursez la totalité, vous êtes capable de rembourser la totalité de la somme avant le 31 décembre 2022, bien, vous avez une subvention de 10 000, donc vous allez avoir à rembourser seulement 30 000.
L'autre programme, c'est qui a aussi eu beaucoup de changements au cours des dernières semaines, qui a été mis de l'avant par Investissement Québec. C'est le programme de PACT qui appelle, programme d'action concertée temporaire pour entreprises. Donc, ça fonctionne sur des garanties de prêt. Donc, soit vous avez besoin d'une augmentation de marge de crédit ou vous voulez avoir un prêt de fonds de roulement. Donc, c'est un produit qui est offert à travers les institutions financières. Puis, Investissement Québec va donner une garantie de 70 à l'institution financière pour soit augmenter la marge, comme je disais, ou faire un prêt de fonds de roulement. Puis, si c'est un prêt, il y a des moratoires qui pourront aller jusqu'à 12 mois. Donc, c'est étudié au cas par cas. Donc, ça, c'est disponible. Donc, ce qu'on invite les entreprises à faire, c'est évidemment de contacter vos directeurs de compte là, avec l'institution financière à laquelle vous faites affaire pour discuter de ce programme-là. Juste peut-être donner un petit peu plus de détails au niveau honoraire de garantie. Pour IQ, c'est 1 du montant de la caution que IQ va donner. Donc, si vous avez un prêt, faites faire un prêt de 100 000 puis la caution c'est 70 000, il va y avoir un frais annuel que l'entreprise va devoir payer à IQ de 1 par année. L'autre programme qui est disponible aussi, c'est le programme de crédit aux entreprises à travers EDC ou Exportation Développement Canada. C'est un peu sur le même principe. C'est aussi offert à travers les institutions financières. Encore là, c'est sous forme soit d'une augmentation de marge de crédit ou d'un prêt à terme pour fonds de roulement. Les critères sont un petit peu différents. Eux, ils ont des moratoires jusqu'à 6 mois. Puis, vous n'êtes pas obligé d'être exportateur. Donc, évidemment, EDC, c'est une entité fédérale qui est là pour aider les exportateurs. Mais à travers le programme de COVID, ils ont ouvert, si vous voulez, leurs critères d'admissibilité pour inclure aussi les non-exportateurs, dans le fond. Donc, c'est à peu près admissible à toutes les entreprises québécoises, Laval, etc. Donc, c'est beaucoup plus large maintenant. Eux, c'est un peu le même principe. C'est les moratoires jusqu'à 6 mois. Après ça, c'est le prêt est amorti, puis ils ont des frais annuels de 1,8 du montant du prêt octroyé. Ensuite de ça, il y a la BDC qui est évidemment un partenaire important pour plusieurs entreprises lavalloises. Eux offrent présentement, ils ont comme 2 programmes. Il y en a un qui est en formation présentement. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient entendu parler. Mais donc là, on travaille, BDC, la banque, la BDC travaille avec les institutions financières pour mettre en place un programme de prêt, de fonds de roulement qui va être en pari passu, qu'on appelle donc le risque partagé entre les institutions financières puis la BDC. À terme, au niveau de 80 BDC, puis 20 pour l'institution financière. Donc, malheureusement, les détails ne sont pas encore disponibles, ils sont en train de travailler là-dessus. Ça s'en vient très bientôt. Puis, on leur prêt de fonds de roulement aussi spécial COVID, un prêt de fonds de roulement qui peut aller jusqu'à 2 millions de dollars, que la BDC travaille beaucoup avec. Énormément d'entreprises sont en train de monter des dossiers. Il y a beaucoup de discussions. Donc, ça, c'est un beau produit que les entreprises peuvent utiliser. Les autres programmes plus au niveau de la ville, donc vous pouvez aller sur le site de la ville de Laval. Donc, il y a 2 programmes qui sont en train d'être mis en place, un par la ville puis un à travers le FLI. Donc, c'est des montants jusqu'à 50 000 ou sur celui de la ville de Laval, c'est des prêts de fonds de roulement entre 25 et 100 000 Donc, je vous dirais grosso modo, c'est pas mal les programmes qui sont offerts pour le financement des entreprises à peu près de toute taille. Là, puis l'autre point aussi, je voulais peut-être valider parce qu'on a eu aussi beaucoup de questions sur le prêt de 40 000 avant que ça ait été mis en ligne la semaine passée. Concernant si les entrepreneurs qui ont plus qu'une entité, est-ce qu'ils ont accès à plus qu'une fois le 40 000 la réponse est oui. Donc, aussitôt que si, mettons, une entreprise, vous avez 2 salons de coiffeur qui sont dans 2 entités séparées, bien oui, vous pouvez demander le prêt de 40 000 dans les 2 entités, en autant que vous ayez des T4 sommaires qui répondent aux critères maintenant entre 20 000 et 1,5 million de masse salariale, puis que vous avez un numéro d'entreprise séparé. Donc, chaque entité peut faire la demande en ligne avec sur la plateforme en ligne de son institution financière. Donc, ça complète ma présentation, si vous voulez. Puis si, pour plus d'informations, je vous invite aussi à aller visiter le site d'Investissement Québec, le site de la BDC, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada et de la Ville de Laval pour avoir plus de détails sur les critères d'admissibilité pour les différents programmes.
Merci, Michel. Gérald et Jonathan, vous vouliez peut-être compléter à ce stade-ci, c'est ce que je comprends? Oui, ben, c'est Jonathan. Peut-être avant que Bonjour, Jonathan. Gérald rembarque sur la ligne. Je pense qu'il est important de retenir là, de ce que Michel a dit et des changements rapides, c'est découragez-vous pas. Si jamais vous n'êtes pas éligible au programme actuel, le gouvernement a lancé des programmes répondant à une masse critique, c'est-à-dire plus de 70% des entreprises. Et là, il est en train de faire du cas par cas. Il est en train vraiment d'élargir les programmes, que ce soit par le changement de la PCU qui est maintenant plus éligible maintenant. Les personnes qui font moins de 1 000 $ peuvent aller la chercher malgré qu'ils ont conservé leurs emplois. Le près de 40 000 aujourd'hui qu'on a vu les masses salariales diminuer ou augmenter pour être en mesure d'inclure plus de monde. Il y a les initiatives qui ont été lancées régionalement au travers de la ville de Laval, au travers du développement économique Laval qui permettent d'aller chercher des montants aussi aux jeunes entreprises, aux startups qui n'étaient pas incorporées, qui n'avaient pas de masse salariale en 2019 et qui sont quand même impactés. Fait que je pense qu'il est important, c'est ayez pas peur de vous renseigner, d'avoir des discussions avec vos professionnels au travers de la Chambre, au travers du réseau qui est disponible à vous, puis on va être en mesure de vous aider. Mais ça s'en vient de plus en plus concret, je pense, pour tous. Même chose au travers des programmes d'aide de BDC, EDC, qui sont annoncés depuis longtemps, mais qui ne sont pas encore live à 100% et qui sont encore en train de se former avec les banques. Le gouvernement, je pense qu'il n'oubliera pas personne à la fin, mais présentement, il faut être patient. Puis, ayez pas peur d'appliquer puis de faire valoir votre point parce que les modifications se font rapidement actuellement et à tous les jours, là, on en apprend davantage. Sinon, les programmes que Michel a annoncés couvrent probablement là, 95% des cas actuellement avec ce qui est disponible. J'aimerais peut-être rajouter, puis ça serait peut-être plus en mot de la fin, je vais laisser Gérald en rajouter, mais pour ceux qui sont moins impactés, que ça va bien, il y a des programmes d'aide aussi pour ceux qui continuent à innover, qui continuent à faire de l'investissement, qui continuent à faire d'autres choses. Fait que je vais laisser Gérald embarquer et j'aimerais ça peut-être, moi, terminer à la fin de la rencontre avec la vie continue et de parler là, des aides qui sont disponibles pour les gens qui ont un impact peut-être plus positif que négatif s'il y en a. Parfait. Merci, Jonathan. Bon, effectivement, dans le cadre de cette pandémie, l'élément clé pour nos entrepreneurs, c'est la gestion des liquidités. Donc, c'est de prévoir à long prendre mes décisions actuelles pour atteindre les objectifs que je vise. Donc, dans cette optique-là, le gouvernement a posé un premier geste qui est le report de paiement de plusieurs choses aux fins fiscales. Par exemple, le report des paiements des acomptes provisionnels qui ont été reportés là, pour l'année 2020 jusqu'au 1er septembre. Donc, pour donner un premier souffle à nos entreprises, on dit on arrête les acomptes provisionnels au niveau des impôts. S'en est suivi un petit peu plus tard les paiements de remise en TPS TVQ. Donc maintenant, les reports, ça dépend de vos périodes de remise, mais de façon générale, le report est au 30 juin. Point important, il n'y a pas de report de remise pour tout ce qui est déduction à la source au niveau des salaires. Ça, c'est important. Le gouvernement a dit aux entreprises, c'est les mandataires. Au niveau des DAS, il n'y a pas de report possible au niveau des remises salariales. Donc, c'était un premier souffle qui a été donné à nos entreprises. C'était bien entendu pas suffisant. S'en est suivi là, les programmes de financement expliqués par Michel et Jonathan. Et ensuite, on s'est mis en mode aide et subventions, de nouvelles formes d'aide et subventions. Avant d'adresser le programme de la subvention salariale d'urgence du Canada, je veux dire qu'il en existe plusieurs programmes d'aide, hein, puis selon différents styles d'entreprise. Donc, il y a des aides dans le domaine agricole, il y a des aides de générales à toutes les entreprises. Donc, demandez-nous pas une liste de toutes les aides parce que ces aides-là changent au jour le jour, de semaine en semaine. Et l'aide que je vais vous expliquer aujourd'hui va peut-être être modifiée la semaine prochaine, prendre une nouvelle forme, avoir une modification qui pourrait avoir une incidence importante sur vous. Donc, je vous conseille plutôt de vous mettre en mode « Quels sont mes besoins? » Comment, au niveau de mes liquidités, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien à moi, mon entreprise? Puis ensuite, se mettre en mode recherche de solutions. Okay? Puis il y a différentes façons d'obtenir ces informations-là.
il y a bien entendu beaucoup de communication de la part de nos gouvernements, mais aussi beaucoup de professionnels vous fournissent de l'information. Donc, les cabinets comptables fournissent des résumés des mesures, les cabinets d'avocats également, des regroupements professionnels, CPA Canada, pour les nommer par exemple, publient des choses qui sont pertinentes pour nos entreprises. Donc, c'est important d'avoir au sein de nos entreprises quelqu'un qui se tient très à jour, très informé des programmes. Puis, pour donner un exemple concret pour moi-même, pour mes propres clients, j'avais des discussions avec eux la semaine passée, et puis avec le projet de loi pour la subvention salariale d'urgence canadienne qui a été adopté en fin de semaine, ben, aujourd'hui, je lui donne une réponse qui est différente. Il y a une nouvelle solution qui a été ouverte pour lui, mais ça, il s'adapte au fur et à mesure que les événements à la COVID-19 réagissent. Donc, au niveau des aides, il y a beaucoup d'aides au niveau du fédéral. Par contre, je voudrais quand même passer un temps sur un programme d'aide qui existe au niveau du Québec, qui est le programme d'action concertée de maintien en emploi, qui est une forme d'aide pour assister nos entreprises qui, pendant la crise où les employés sont peut-être moins occupés, pourraient bénéficier d'un programme de formation. Donc, c'est un programme quand même généreux et assez important. Il y a 2 volets. Je vais parler un peu du volet entreprise aujourd'hui. Et il y a un remboursement des dépenses admissibles selon la mesure, soit pour de la formation de base, formation professionnelle, formation pour nous adapter dans un contexte numérique, de la francisation, aussi la formation pour mieux gérer la crise et la relance qui s'en vient. Puis aussi un autre volet pour des diagnostics dans le domaine des ressources humaines, de la consultation en ressources humaines, du coaching. Donc, c'est un programme qui pourrait être intéressant pour des entreprises qui, bon, je n'ai pas trop de problèmes de liquidité actuellement, mais je voudrais quand même occuper mes employés qui le sont peut-être moins. Donc, allez voir ça. Il y a un acronyme qui s'appelle PACME, P-A-C-M-E, et puis c'est québécois. Et la beauté de ce programme-là, c'est qu'il peut se jumeler à d'autres programmes, dont notamment la subvention salariale d'urgence canadienne. On va même venir compléter la partie du salaire qui ne serait pas couverte par cette subvention-là. Les dépenses admissibles de 100 000 $ et moins, admissibles en vertu du programme, vont être couvertes à 100 %. Donc, aucun coût pour nos entrepreneurs. Et si les dépenses de formation se situent entre 100 000 et 500 000, on vous rembourse 50 % des dépenses admissibles. Donc, ça y est pensé, puis le programme est en vigueur jusqu'au 30 septembre prochain. Donc, peut-être que cet été, vos gens seraient peut-être moins occupés, vous pourriez peut-être bénéficier de ce programme d'aide-là. Il y a une enveloppe de 100 millions actuellement qui a été accordée à ce programme-là. Alors, si 100 millions, ça peut aller vite là, quand des grandes entreprises se mettent à présenter des programmes. Donc, si vous avez quelque chose à présenter, faites-le dès que possible. Bon, si je reviens au niveau du fédéral, où, bien entendu, on a eu la subvention salariale temporaire. Je vais l'appeler la petite subvention de 10 % qui était, on était bien mécontents, malheureusement, qu'on a obtenu cette première subvention-là parce qu'elle était plutôt restrictive, pouvait aider que la PME avec un montant maximal par entreprise de 25 000 $. Donc, on pense en termes de nous aider dans nos liquidités, 25 000 $, oui, ça nous aide, mais pas tant et pas si longtemps que ça. Donc, s'en est suivi de ce programme d'aide-là une nouvelle mouture qui est le programme de la SSUC, là, la Subvention salariale d'urgence du Canada. Et on en est maintenant, à mon avis, à la 3e mouture de cette aide-là. Donc, il y a eu une première annonce qui était assez générale. Il y a eu une deuxième annonce la semaine passée où il y a des choses qui sont précisées. Et pas plus tard que samedi dernier, il y a un projet de loi plus formel qui a été adopté, qui vient clarifier certaines choses parce que durant les 3 dernières semaines, beaucoup de regroupements d'entreprises, CPA Canada, beaucoup d'organisations de fiscalistes ont fait beaucoup de représentations sur la première mouture, les premières annonces de cette subvention-là, qui avaient plusieurs enjeux. Parce que quand on lisait ce qui est annoncé, plusieurs entreprises ne devenaient pas admissibles. Donc, au fil du temps, l'enveloppe, il y a eu une ouverture dans cette subvention-là. Et encore le week-end dernier,
quand on lit le projet de loi, il y a encore plus d'ouverture qui a été accordée dans le programme d'aide. Donc, c'est quoi ce programme d'aide-là? Ben, c'est pour ramener les employés au sein des entreprises, donc les réembaucher si vous les avez mis à pied, ou bien pour assurer le maintien en emploi des entreprises. Il faut qualifier l'entreprise, il faut qualifier au programme les employés. D'abord, qu'est-ce que ça pourrait vous donner? C'est une subvention en fonction des salaires qui sont accordés aux employés. Il y a une mathématique pour calculer la subvention. Je vous fais part de ces détails-là, mais disons que ce qu'on dit généralement, c'est qu'on voudrait appuyer au moins 75% du salaire des employés jusqu'à un maximum de 847 $ par semaine. Et bon, comme je disais, il y a une formule mathématique qui tient compte du salaire actuel qu'on verse à l'employé, du montant maximal de 847 $ par semaine, mais aussi du salaire que vous versiez à vos employés avant la crise. Donc, quand on met tout ça dans la moulinette, on fait nos calculs et puis en faisant des simulations, ben, soit qu'on peut effectivement financer une bonne partie des salaires de nos employés qu'on a ramenés à l'entreprise. Et quand on fait certains calculs, on peut se rendre compte qu'on peut même financer à 100% les salaires de certains employés, notamment lorsque on ramène un employé qui était payé plus cher avant la crise et on le paie moins cher avant la crise. Ce point-là demeure un point d'interrogation pour nous parce que le ministre Morneau et le premier ministre Justin Trudeau ont demandé aux entrepreneurs de vraiment faire un effort pour ramener les employés, mais comme à leur salaire où ils étaient avant la crise. Par contre, dans le projet de loi qu'on a vu en fin de semaine, il n'y a pas une obligation légale qui a été écrite par rapport à ça, c'est plus une obligation morale. Reste à voir comment dans le futur cela pourrait se traduire. Faudrait surveiller ça si vous prenez ce genre de décision. Donc, subvention, le décaissement de cette subvention-là, il n'est pas encore annoncé. Donc, les formulaires ou la façon de réclamer la subvention n'existent encore pas. Donc, on prévoit y avoir d'ici 2 ou 3 semaines où le gouvernement va ouvrir les portails pour que les entreprises puissent faire débiter leur demande de la SSUC. Et le remboursement par la suite pourrait suivre 3 semaines plus tard qu'on parle. Donc, pensez pas avoir de l'argent la semaine prochaine là, en vertu de ce programme-là. Il faut plutôt actuellement se préparer, se demander si on est admissible, puis poser des gestes en conséquence. Si je reviens à nouveau de l'admissibilité de l'entreprise elle-même, donc un employeur admissible, ça ne va pas être une société privée, une société ouverte. Ça va être un particulier en affaires aussi. Ça peut être une société de personnes dont les associés sont des sociétés, des particuliers. Et l'employeur admissible va devoir avoir subi une baisse de ses revenus, de son chiffre d'affaires, selon certains seuils que je vais prendre le temps de vous expliquer. Et en comparant le mois de mars 2020, par exemple, avec le mois de mars 2009, pour voir est-ce que vous avez subi une baisse de vos revenus de 15%. Et pour les mois d'avril et mars, une baisse de 30%. Le programme est temporaire pour l'instant. Et il va s'échelonner du 15 mars pour les salaires versés à vos employés du 15 mars jusqu'au 6 juin. La bonne nouvelle du week-end dernier, c'est que le gouvernement s'est gardé une porte ouverte dans le projet de loi pour prolonger ce programme-là. Aucune annonce n'a été faite. Pour l'instant, il y a les 3 périodes possibles, mais peut-être que le programme pourrait être prolongé si les besoins s'en font sentir. C'est un programme qui est immense. C'est plus de 73 milliards de dollars qui est dans ce programme-là. C'est le programme le plus majeur depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a été annoncé par le gouvernement fédéral. Donc, au niveau de l'admissibilité, si on poursuit, donc, il faut avoir subi une baisse de revenus. Malheureusement, si vous êtes une entreprise en très forte croissance, vous n'y aurez pas droit. Il y a peut-être d'autres programmes auxquels vous pourriez avoir droit. Donc, il faut d'abord déterminer l'admissibilité au niveau de l'entreprise avec la baisse de revenus que j'ai mentionnée de 15% au mois de mars, 30% au mois d'avril et 30% au mois de mai. 2 ouvertures qui ont été annoncées dans le week-end dernier.
on va pouvoir aussi, plutôt que comparer avec l'année 2019, comparer notre baisse de revenus avec la moyenne des mois de janvier et février 2019. Donc, c'est une autre option qui vous offre à vous. Vous allez aussi pouvoir choisir entre la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice. Okay? Donc, une autre option qui s'offre à vous pour faire votre calcul de baisse de revenus. Et l'autre belle ouverture qu'on a eue ce week-end dernier, c'est que le gouvernement a annoncé que si, par exemple, on détermine que tu as une baisse de revenus de 15 % au mois de mars 2020, tu es automatiquement admissible à la deuxième période pour avril 2020. Donc, tu n'as pas à recalculer ta baisse de revenus. Donc, une ouverture qu'on a appris que tout récemment. Donc, il y avait une problématique avec tous les revenus avec les entreprises, disons, des opérations intersociétés ou des revenus avec l'indépendance. Plusieurs éléments ont été corrigés dans le projet de loi de week-end dernier. Par contre, il nous demeure beaucoup d'interrogations de la part de la communauté fiscale, notamment, et je suis convaincu de la part des entrepreneurs. Je participais à un forum avec l'Agence du revenu du Canada qui va gérer ce programme-là, pas plus tard que lundi, et Revenu Canada, actuellement, n'est pas en mesure de répondre à nos interrogations. Donc, ça se pourrait que les informations qu'on vous donne aujourd'hui, que Revenu Canada ait une interprétation fort différente dans quelques semaines. Donc, soyez à l'affût de ces changements-là. Peut-être pour continuer au niveau de la SSUC, il y a une connexion à faire entre vos employés qui seraient peut-être admissibles à cette subvention-là et avec la prestation canadienne d'urgence. Donc, les deux programmes se côtoient, sont en parallèle. Donc, on voulait aussi appuyer les particuliers, on voulait appuyer les entreprises, mais on ne veut pas que les deux bénéficient de ces deux programmes d'aide en même temps. Donc, un employé va être admissible à la SSUC uniquement s'il n'a pas reçu de rémunération durant les 14 jours consécutifs durant une période admissible. L'entreprise va devoir se qualifier à chaque période admissible. Donc, vous pourriez être admissible en mars et ne plus l'être au mois d'avril et redevenir admissible en mai. Le calcul se fait mois après mois. Donc, c'est à surveiller. J'ai déjà occupé beaucoup de temps à cette subvention-là. On pourrait faire un cours de formation de 2 heures juste sur cette subvention-là. Elle est majeure. Et ce qu'on se rend compte dans la communauté d'affaires, c'est que chaque entrepreneur devient comme un cas particulier au fin de l'admissibilité de cette mesure-là. Il faut vraiment la regarder de près pour voir sa finesse au niveau de l'admissité de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'admissité de vos employés. Donc, consultez, c'est le mot de fin que je vais vous dire là-dessus, consultez pour prendre les bonnes décisions d'affaires et avant de poser des gestes qui pourraient être périlleux pour votre entreprise. Merci, Gérald. Les questions que nos membres et nos chefs d'entreprise posent souvent, c'est aujourd'hui, on a une source d'information et d'analyse plus fine là, des différentes mesures. Et les gens, tantôt, vont être invités à poser des questions. J'en vois déjà qui commencent à apparaître. Ce que je voulais voir avec vous autres, c'est si un chef d'entreprise cherche à se faire accompagner pour voir l'éligibilité de son entreprise, quelle est la meilleure façon de faire à ce stade-ci? C'est sûr que c'est de rentrer en communication avec les professionnels avec qui vous faites affaire le plus souvent. Donc, la plupart des firmes comptables se sont mis en mode accompagnement de leurs entrepreneurs, de leurs clients, pour valider qu'effectivement, selon le modèle de leurs revenus, selon ce qu'ils connaissent de leur entreprise, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont admissibles? Ou bien ça soulève des questions qu'on devrait pousser une analyse fiscale beaucoup plus loin. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs entreprises qui, oui, effectivement, doivent cogiter là, présentement à savoir s'ils sont effectivement admissibles, parce que s'ils ne sont pas admissibles à ce programme-là, il faut se revirer de bord assez rapidement pour trouver d'autres formes de financement. Parfait, mais merci Gérald. Je vais passer la parole, je crois qu'on était rendu avec Hubert pour faire un petit tour. On va faire, c'est pas coq à l'âne parce que je crois que ça fait un tout. La question de gérer dans cette tempête et de naviguer à travers tout ce qu'on fait, tout l'humain est au cœur de tout ça, en fin de compte. Et Hubert, je souhaitais ardemment avoir ta présence parmi nos panélistes aujourd'hui.
Et je t'inviterais peut-être, je sais que tu as préparé une présentation PowerPoint parce que vu que tu ne présentes pas nécessairement des aides financières, c'est un peu plus stable dans le temps. Et donc, pendant que Hubert est en train de se préparer, ce que je peux vous dire, c'est que la présentation PowerPoint sera envoyée par courriel à tous nos participants. Alors, il n'y a pas de souci si jamais vous pensez avoir raté un élément, là, ne vous en faites pas. Hubert, est-ce que tu es en mesure de prendre la parole? Oui, bien sûr. Alors, merci d'abord aux collègues qui ont précédé. C'est important de regarder toutes les mesures fiscales, tout ce qui va s'en suivre. Je fais ce petit schéma pour rappeler que dans la ligne du temps, dans des contextes de crise, quand on est en contexte de crise, ça varie selon les ampleurs. Il y en aura d'autres qui vont venir. Généralement, on suit sensiblement à peu près la même courbe. Donc, au début, comme là, il y a eu beaucoup de réactions, au début très spontanées, on a vu dans les premières semaines, surtout au mois de mars. Mais depuis le mois d'avril, ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est des solutions d'atténuation que le gouvernement met en place pour aider les organisations à se réorganiser. Donc, la réorganisation qui est l'étape dans laquelle on se trouve actuellement, puis avec des solutions d'atténuation du gouvernement, mais également aussi à l'interne. Plusieurs entreprises, malheureusement, dans le creux de vague où on se trouve dans les réorganisations, il y en a qui vont laisser beaucoup de plumes. Mais aussi, surtout, ça vise à stabiliser l'économie, stabiliser les opérations, qui est la prochaine étape. Le but de ces solutions-là, c'est pour nous aider, nous amener à stabiliser tout. D'abord au niveau économique, mais aussi stabiliser les opérations. Et par la suite, on va rentrer dans l'étape du bilan, des apprentissages et innover, changer nos façons de faire. Donc, moi, j'amène la dimension plus des ressources humaines. Une fois qu'on a toutes ces subventions, tous ces moyens, l'idée aussi, c'est faire en sorte que la vie continue, qu'on puisse continuer à offrir nos services et aussi nos opérations. Les grands défis pour plusieurs entreprises, PME, contrairement à des plus grandes organisations, c'est que souvent, c'est nouveau aussi d'être de façon brutale qui rentre un peu dans cette réalité de gestion à distance et du télétravail. Donc, juste très brièvement, je vais vraiment juste apporter un survol des sujets. Le premier sujet, donc, comment entretenir les sentiments d'appartenance? Parce que du jour au lendemain, on ne voit plus les collègues, on se retrouve tout seul chez nous, avec les enfants, avec d'autres mondes. C'est très, très difficile de continuer à avoir un sentiment d'appartenance, surtout ceux pour qui ils ont été plongés de façon très brutale dans cette réalité. Donc ça, il fallait d'abord se doter de plateformes collaboratives sécuritaires, ce qui n'est pas évident parce que là, tout le monde se lance. Il y a une pénurie, des fois, de ces services-là et des disponibilités, aussi des outils efficaces, mais il faut se doter de ça. Ça, c'est la première étape pour que chaque personne, chaque employé se sente équipé, mais là aussi dans les échanges de données, comment assurer la sécurité de tout ça. Créer un sentiment de proximité et de confiance malgré la distance, ce n'est pas évident à réaliser. Je sais que les gens ont du temps, mais en même temps, on a, pour ceux qui sont en responsabilité ou des gestionnaires ou des cadres, comment être disponible. Donc, ça prend plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de façon régulière. Il faut créer de nouveaux rituels très vite, ceux qui ne l'ont pas déjà installé, mais de façon régulière. Je dis bien rituel. Rituel, c'est quelque chose qu'on fait à un temps fixe, de façon régulière et créer comme des habitudes. C'est important de recréer de nouvelles habitudes. Par exemple, à tous les lundis, à telle heure, on se rencontre, on échange, ou tous les vendredis, on fait le point. Mais c'est important de créer une certaine constance ou des rendez-vous. Donc, communiquer pour sécuriser. Dans cette étape-ci, les gens ont besoin d'être sécurisés. Là, on commence à être sécurisé avec des soutiens du gouvernement, donc au niveau des subventions, au niveau salarial, au niveau de tout ça. Une fois que ça, on est au niveau des besoins de base, d'assurer cette sécurité-là, mais il y a aussi une sécurité qu'on sous-estime, il y a une sécurité au niveau affectif aussi. Et il y a une relation affective avec notre organisation et des fois avec nos patrons, nos collègues. Et à ces niveaux-là, la sécurité peut aussi provenir beaucoup par la communication. D'avoir des communications régulières, que ce soit comme ça, comme on fait en mode virtuel,
mais ou même par écrit, texto, écrit, trouver n'importe quel moyen, mais c'est important de communiquer de façon régulière. Il y a de communication formelle qui vise vraiment à orienter les gens. Il faut que ça soit clair, transparent, constant, et autant que possible, de circonscrire des sujets. Et de s'intéresser aussi, dans la communication, il faut créer des espaces où on s'intéresse aux personnes aussi, leur donner la possibilité de poser des questions et d'exprimer ce qui se passe. Donc, il faut proportionner. Si je pourrais me permettre en termes de pourcentage, il faut qu'il y ait à peu près, bien sûr, 30% au niveau contenu, mais environ au moins 20% du temps qu'il faut réserver pour des dimensions un peu plus informelles ou la possibilité que les gens puissent interagir avec nous. Il ne faut pas que ça soit juste de l'information. L'information, c'est à sens unique, top-down, mais que ça soit réellement une communication, donc dans les deux sens. Puis aussi, il faut que ça soit structurant. L'information doit aller à l'essentiel, donner du sens, recadrer les gens et les rassurer. Ça, c'est important. Comme ça change au quotidien, il faut que ça suive aussi les rythmes de ce qui se passe à l'extérieur. Les gens suivent la télé. Il y a un rendez-vous avec notre premier ministre et des autorités tous les jours à 13 heures au Québec, à 11 heures au Canada. L'entreprise doit créer aussi ces rituels-là. Donc, il faut donner des temps fixes où on a une communication régulière, si quotidienne, autant que possible. Et informer de vos disponibilités, comment les gens peuvent vous rejoindre. Ceux qui sont en situation de responsabilité, c'est important que les gens sachent comment ils peuvent vous rejoindre. Puis aussi, si je rencontre, par exemple, un problème technique au niveau informatique, au niveau même des ressources humaines, au niveau qui je peux rejoindre, quand, où. Ça, c'est important de donner des disponibilités. Actuellement, ce que j'entends beaucoup, chez beaucoup de clients, des fois, c'est comme ce qu'on voit dans les hôpitaux, des gens, on ne sait pas comment les rejoindre. Quand j'ai besoin, c'est très difficile à rejoindre des gens. Donc, c'est important de donner vos disponibilités. L'autre point important, c'est comment gérer la performance à distance. On sait qu'actuellement, c'est un enjeu majeur. Donc, quand on se rencontrait physiquement, il y a des gens qui pouvaient faire du présentéisme, mais le fait d'être là physiquement, ça rassurait. On a l'impression que les gens sont au travail, ça avance. Mais à distance, comment s'assurer que les gens travaillent réellement? Qu'en ce moment-ci, il n'est pas en train de jouer dehors avec ses enfants, il est en train de marcher, faire la popote. Donc, la gestion à distance, c'est sûr que le but premier, c'est important de créer des liens de confiance. Donc, ceux qui voient un peu le schéma, ce qui est au centre, c'est les leaderships partagés, c'est-à-dire la responsabilisation des gens. Comme nos autorités nous interpellent, dans des temps de crise, il faut que chaque personne puisse être conscient que notre survie à tous, ça dépend de tout le monde. Donc, c'est vraiment basé sur l'intelligence collective et la co-responsabilisation. Donc, le leadership est partagé, n'appartient pas juste au propriétaire de l'entreprise, pas juste au patron, mais à tout le monde. Donc, pour assurer la productivité, une fois qu'on a mis des outils en place, c'est important de donner des cibles claires de production, mais qui soient réalistes aussi. Dans les contextes actuels, c'est important d'aller au moins un minimum essentiel. Quand on parle des services essentiels, mais ça s'applique aussi à tout le monde, même au niveau des PME. C'est important de déterminer le minimum essentiel à atteindre à chaque semaine des cibles qu'on se donne. Puis la gestion du temps et des espaces, ça devient une réalité qui va demeurer. Il faut qu'on s'y prépare à cette réalité-là. Notre relation au temps va changer, change déjà. Donc, comment on réaménage nos espaces? Donc, ça touche déjà aussi le post-mortem qui va suivre. Comment aussi, dans cette distance, on vit à distance, mais pas à distance en même temps. Donc, la gestion du temps et des espaces, il faut commencer à y réfléchir. Là, on a trouvé des mesures d'atténuation, mais par la suite, comment on va réaménager le temps et les espaces. Donc, il faut amener plus de souplesse, beaucoup plus de responsabilisation des gens au niveau de gestion de la priorité. La gestion des personnes, les grands défis, c'est l'alignement. Vraiment aligner les gens en leur donnant une vision plus ou moins moyen terme, où est-ce qu'on s'en va, comment on est en train de s'organiser, mais aussi donner autant que possible à chacun des objectifs. Donc, ceux qui ont des équipes un peu importantes, il faut décliner à tous les niveaux hiérarchiques de la responsabilisation pour voir comment on décline des objectifs à tous les niveaux, mais aussi de gérer par des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on attend cette semaine de chaque personne, quand? Puis aussi la reconnaissance,
les gens, dans le temps comme ça, comme décrit, c'est important de donner du feedback de façon très régulière. D'accuser réception quand vous recevez, ça semble anodin, mais il y a des gens, des fois, qui produisent, qui envoient des documents. On ne sait pas si ça a été reçu, si ça a été lu. On ne sait pas qu'est-ce que j'ai fait, si c'est correct. Alors, c'est une période où les gens ont besoin de recevoir régulièrement du feedback. Qui faisaient comme d'habitude. Autant que possible, essayer de les orienter sur ce que les gens font de bien. Parce que c'est très difficile de s'auto-motiver. Donc, les gens, d'essayer de les concentrer sur leur talent. Un tel, lui, il excelle dans le dessin. L'autre, il excelle à faire ci, l'autre excelle à faire ça. Autant que possible, on essaie de concentrer les gens sur ce qu'on reconnaît comme leur talent et ce qu'ils font de bien. Aussi, dans le plan par rapport, on néglige beaucoup aussi la relation aux fournisseurs, la relation aux clients. On est très concentré à notre propre survie, mais de ne pas oublier que tantôt, quand la vie va reprendre à la normale, c'est qu'ils n'ont pas pris soin, des fois, de leurs fournisseurs clés et même qu'ils n'ont pas pris soin de leurs clients avec un plan de communication aussi régulière à l'externe. Mais ça risque aussi d'affecter ces relations-là qui sont très importantes. L'autre point, c'est que actuellement, quand des crises arrivent, il y a toutes sortes de réactions. Bon, le COVID-19 est un déclencheur, mais ce déclencheur-là ça crée de l'anxiété chez tout le monde, qui est une réponse émotionnelle. Nous tous, nous le vivons. Il y en a, ça va se traduire par des peurs, de l'insécurité, mais tout le monde ne le gère pas de la même façon. Ce qui le gère, ça devient un stress créatif. Ça va devenir, ça met en alerte, ça met en vigilance. On voit tous les programmes gouvernementaux qui se passent. Il y en a qui sont très actifs, très proactifs. Et même, il y a des gens actuellement, des entreprises, c'est une opportunité qui les décolle. Il y en a qui vont devenir très prospères grâce à cette situation actuellement, mais il y en a malheureusement aussi qui vont disparaître. Puis ça, c'est lié toujours comment on va gérer l'anxiété, le stress qui occasionnent ces émotions fortes que nous font vivre les COVID. Donc ça, c'est des aspects que c'était juste un éclair pour rappeler que c'est important de les nommer, de créer des canaux où les gens peuvent nommer aussi des stress qui les habitent. Actuellement, il y a plusieurs entreprises qui mettent des plateformes en ligne où les gens peuvent s'exprimer, voir par exemple c'est quoi des peurs qu'on a actuellement. Beaucoup de dirigeants, par exemple des PME, vivent la peur même de disparaître, de perdre ce qu'ils ont mis, même leur vie en jeu qui actuellement tient un fil, mais c'est important de les nommer. Et puis quand on peut les nommer aussi en communauté avec nos employés ensemble, mais de sentir qu'on n'est pas seul, de commencer déjà à trouver des façons, comment on va faire pour survivre dans ces moments-ci. Puis ceux qui ne parviennent pas, donc l'importance aussi d'avoir des communautés de soutien, d'entraide avec d'autres entreprises pour partager ces détresses-là. Alors, comment gérer ces stress-là? Mais une des façons qui aide énormément actuellement, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Il y a beaucoup de réalités actuellement qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on essaie vraiment de garder le focus actuellement sur l'essentiel. Donc, on a parlé des services essentiels au niveau du gouvernement qu'on maintient en vie, mais au niveau de chaque entreprise aussi, on doit déterminer qu'est-ce qui est essentiel actuellement, sur quoi on doit vraiment concentrer nos attentions. Établir aussi des canaux de communication authentiques importants où on peut nommer des choses sans tabou. Alors, si on a des difficultés financières, de ne pas faire semblant qu'on est au-dessus de nos affaires, il ne faut pas être gêné là-dessus. Il y a des aides gouvernementales, donc il faut y recourir. Ce n'est pas le temps. En tout cas, l'orgueil à cette étape-ci n'a pas lieu. Donc, ça demande énormément d'humilité de la part des dirigeants, de la part des entrepreneurs. C'est une occasion, ce moment-là, vraiment s'il y a une attitude qui est fortement recommandée par ce temps-ci, c'est l'humilité. Être humble et être humain aussi, de nous concentrer surtout sur cette dimension humaine. Et adopter l'approche aussi appréciative qu'on appelle la psychologie positive, c'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme des problèmes qui nous tombent sur la tête, mais on peut l'envisager aussi quelles opportunités qui émergent de tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend également. Donc, commencer déjà à se mettre en mode apprentissage. Ceux qui ont la capacité à se mettre dans cette posture-là, c'est ceux qui vont le plus tirer avantage de l'après-Covid.
Donc, il ne faut pas attendre que tout soit revenu à la régulière avant de se mettre en mode apprentissage. Donc, régulièrement, avec des équipes, commencer déjà à mettre en place des systèmes pour tirer avantage sur les apprentissages qui émergent de tout ça. Dédramatiser. Alors, ce qui se passe, c'est hors de notre contrôle. C'est important d'introduire les plaisirs et l'humour parce que la créativité, qui est un prérequis à l'innovation, elle vient beaucoup par les plaisirs et par l'humour. Ça va au niveau chimique, c'est prouvé, on va sécréter aussi au niveau chimique des hormones qu'on a besoin qui vont nous amener à accéder à des parties de notre cerveau, surtout du cerveau droit, qui va nous permettre de générer des idées, de générer des façons d'avoir accès à des zones qui autrement on ne peut pas avoir. Parce que quand on est en mode anxieux, quand on est en mode stress, c'est davantage, on va sécréter davantage des hormones de survie, ce qui malheureusement, après coup, peuvent des fois plus faire des dégâts qu'autre chose. Donc actuellement, c'est important de créer un équilibre, d'amener aussi du l'humour. C'est pour ça qu'on voit, on a la chance, les artistes contribuent beaucoup à nous donner des outils pour permettre aussi de se détendre dans ce moment-là. Et encourager des saines habitudes. Une façon aussi de garder la motivation actuellement, il y a certaines PME d'entreprises aussi qui encouragent leurs employés, qui vont même appuyer ou financer, s'il faut, certains programmes qui se donnent en ligne où tu peux faire l'exercice avec des enfants. Il y a des logiciels aussi qui se vendent, mais de créer des saines habitudes, par exemple, on peut même pour certains faire certains cadeaux. Pourquoi pas? Des fois, même au niveau, par exemple, alimentaire, parce qu'on sait bien qu'après ça, malgré des subventions, on aura aussi à gérer du surpoids. On a des pertes au niveau des entreprises, mais on a des surplus qui s'accumulent ailleurs, qu'on aura après à gérer ça. Donc là, des saines habitudes, c'est important aussi dans cette période-là, et offrir les soutiens nécessaires. Je reviens encore avec ça. Pour terminer cette première partie, juste quelques pistes pour le retour. Donc, au niveau du retour, comme je commençais à dire, c'est important de commencer à se poser des questions. Ça va être quoi notre plan de gestion de changement? Donc, c'est les bilans, c'est qu'est-ce qu'on va faire après ce COVID? Qu'est-ce qui va être différent d'avant? Et qui va être impacté par quoi? Que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe au niveau de notre réseau, que ce soit avec nos clients, avec nos fournisseurs. Qui est le plus impacté? Commencer déjà à les identifier et comment on va aider ceux qui sont les plus impactés. Donc, au retour, il y aura du soutien, c'est sûr, à accorder aux employés, à nos collaborateurs et aussi à nos réseaux. Il faut se repositionner. Généralement, quand des crises importantes comme ça arrivent, j'ai eu l'occasion à un moment donné, quand la crise Ebola est arrivée, j'ai eu à intervenir auprès de médecins. J'avais fait un séminaire avec des médecins qui ont collaboré à endiguer cette crise-là Ebola qui était très grave, surtout en Afrique centrale. Alors, on avait fait un séminaire au Gabon de 4 jours avec des médecins de l'OMS à l'époque pour commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il faut changer comme des habitudes. Donc, les gens, on les reflète juste, on attend, on dit, comme le Premier ministre dit, on met en pause. Mais généralement, quand on met une pause, quand ça finit, tu repars. Donc, tu appuies sur le bouton, puis ça repart là où tu avais laissé. Mais la danse a changé, la cadence a changé, la réalité a changé et on risque d'être pas mal en décalage. Généralement, des crises de cette nature-là, moi, c'est où j'ai été témoin, comme là en Afrique par l'Ebola, auprès des médecins, ça amène des mutations. On s'entend, j'insiste sur le mot mutation, pas juste un changement. Un changement, c'est le contexte qui change, mais notre réalité profonde continue. Une mutation, il y a une transformation qui est profonde. Donc, on a muté, et on peut muter de bonne façon, mais comme on peut muter aussi de la mauvaise façon. Donc, à ce niveau-là, les repositionnements stratégiques consistent à amener des transformations importantes dans notre façon d'être, dans notre façon de penser et dans notre façon de faire.
Alors, à quoi faut-il s'attendre de ces changements, l'impact réel? Donc, c'est repositionner, c'est aussi, c'est commencer à prendre des options. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber qui n'ont plus lieu d'être? Alors, si l'exemple qu'on prend souvent, c'est de la chenille qui devient papillon, de quoi on doit s'alléger? Parce qu'on s'en va vers l'ère numérique qui demande plus d'agilité. On rentre dans l'ère du mode de travail en réseau. Alors, comment on doit s'alléger pour voler, changer de direction rapidement? Parce que des crises comme ça, il va y en avoir davantage dans les années à venir. Parce que le monde, plus elle devient petit, plus on est exposé à des crises de cette nature-là. Plusieurs scientifiques l'avaient prévu, puis le confirment. Donc, il faut être plus léger. C'est ceux qui vont être les plus agiles qui vont mieux survivre. Donc, il faut commencer à voir sur quoi on doit s'alléger, puis quels sont les impacts qu'on peut anticiper et commencer à s'outiller par rapport à ça. Et finalement, le plan le plus important, il faut mettre en place absolument les plans qui vont nous permettre dorénavant à mieux gérer les opérations en situation comme des crises. Alors, comment on doit se restructurer pour pouvoir faire face dans des crises comme ça à l'avenir? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, n'avaient pas ce plan de contingence. Donc, le plan de continuité des opérations qu'on appelle, ce plan-là, mais ça demande d'établir une structure parce que, comme c'est là, on va reprendre des activités, mais la crise est loin d'être terminée. Il se peut qu'il y ait une deuxième vague, il se peut même qu'il y ait une troisième vague. Donc, par rapport à ça, alors, il faut s'équiper, ceux qui ne l'avaient pas, de composer une cellule de crise. Mais dans cette cellule-là, il faut déterminer nos services essentiels, puis déterminer les acteurs clés, puis s'équiper d'un plan de communication efficace, puis aussi déterminer comment on va responsabiliser chaque personne, puis aussi, pour chaque acteur clé, il faut prévoir son backup. Donc, il faut toujours qu'il soit dupliqué. Si un tel n'est pas là, qui va prendre le relais? Ça semble simple, mais ce n'est pas anodin. Donc, c'est ça que je voudrais suggérer en dernier. C'est une opportunité très rapidement de mettre en place un plan de continuité des opérations dès qu'on a la chance. Alors, voilà ce que je voulais partager. Merci Hubert. On va remettre l'écran. Je vais demander à Jean-Sébastien qui a accès ou à Hubert. Là, on va repositionner les écrans. Merci. Voilà. Alors, on vous invite, on va passer à la période de questions. Certains d'entre vous nous avez donc déjà proposé quelques questions. Et là, Jean-Sébastien, je ne sais pas, qui est notre monsieur CCIL qui est présentement là, en backdrop, est-ce que tu souhaites que je fasse les questions, que je pose les questions qui sont apparues ou est-ce que… Oui, vas-y. Bon, OK, je vais essayer de les retrouver parce que, évidemment, j'avais eu un commentaire au début, je vais peut-être recommencer. On a des gens des commissions scolaires, lorsqu'on parlait du PACME un peu plus tôt. Donc, il y a le fameux programme d'aide pour le maintien en emploi qui permet justement de subventionner notamment des formations. Alors, lorsqu'on parle de formation, les gens des commissions scolaires nous disent, écoutez, nous, on a des services aux entreprises avec les commissions scolaires et nos formations sont admissibles dans le cadre du PACME. Alors, on informe donc les gens qui nous écoutent présentement qu'une des sources de formation peuvent être notamment nos commissions scolaires. Alors, merci à l'équipe qui l'a mentionné. J'avais Geneviève ici, puis Geneviève, je n'avais pas nécessairement le nom, je ne vois pas toujours l'entreprise parce qu'en posant la question, on ne voit pas toute l'information. Mais on a une question de Geneviève qui nous demande pour la subvention du 75 de salaire pour un travailleur. Sur le montant admissible, est-ce que l'employeur doit débourser les avantages imposables ainsi que le pourcentage de vacances? Donc, je laisserai à celui ou celle qui veut. Je vais y aller, Caroline. En fait, je vais être prudent dans cette réponse-là. Je vais m'adresser à Geneviève parce que je ne connais pas votre entreprise et je ne connais pas les conditions d'emploi de vos employés. Pourquoi je mentionne ça? C'est que peut-être qu'il y a une convention collective à respecter pour les employés. Il y a peut-être un contrat de travail à respecter entre l'employeur et l'employé. Donc, le projet de loi ne gère pas le droit du travail, de la subvention, ne gère pas ça. Hein? Puis, il y a même la commission des normes du travail à rencontrer. Donc, il y a tout cet aspect-là que vous devrez gérer en tant qu'employeur, soit avec des conseillers en ressources humaines, soit avec des gens du droit du travail.
Par contre, au niveau purement fiscal, et puis là, je mets tout le reste, là, mais au point fiscal, le gouvernement n'a pas inscrit dans la loi une obligation pour l'employeur de fournir à son employé la même rémunération qu'auparavant. Par contre, toute obligation qui existe par ailleurs est là. Donc, un employé qui travaille a droit à ses vacances en vertu de la Commission des normes du travail. Donc, ça, on ne peut pas aller par-delà d'autres lois qui existent par ailleurs. Excuse-moi, vas-y, Non, Gérald. c'est bon, c'est bon. Mais ça fait, la deuxième question fait un petit peu écho et c'est encore en lien avec la même subvention SSUC. J'ai Richard qui demandait, est-ce que les demandes d'admissibilité peuvent maintenant être transmises au gouvernement ou est-ce qu'il n'est pas encore prêt? Je crois que tu m'avais dit que les sites web, il y en avait encore pour 2-3 semaines avant que le programme soit disponible et que même là, il y aurait 2-3 semaines avant même un versement. Alors, Richard, Gérald le mentionnait, puis c'est encore le cas, j'imagine. Peut-être juste pour compléter, Caroline, la question est pertinente parce que la première période d'admissibilité, s'est terminée le 11 avril dernier. Donc, quelqu'un dit, regarde, la première période est terminée, où est-ce que je peux faire ma demande? Malheureusement, actuellement, le gouvernement fédéral n'est pas prêt à accepter les demandes. On a annoncé 2 façons dans le futur où on va pouvoir faire des demandes. Première façon, via Mon dossier d'entreprise à l'Agence du revenu du Canada. Donc, il faut s'inscrire à Mon dossier d'entreprise. Donc, si vous ne l'êtes pas, c'est le temps de le faire maintenant pour être prêt lorsque les systèmes vont être ouverts. Deuxième chose, le gouvernement a aussi annoncé qu'il va y avoir un portail web sur lequel on va pouvoir déposer nos demandes. Mais tout ça n'est pas disponible. Dernier point, les formulaires même pour faire la demande n'ont pas encore été publiés. Et on s'attend qu'on va avoir quelques petites surprises là, quand ils vont publier le formulaire pour appliquer versus la loi. On s'attend à quelques surprises. Donc, malheureusement, c'est le temps de se préparer, de faire nos calculs, mais on ne peut pas encore soumettre nos demandes. Je regarde la face des panélistes, dont moi-même, quand tu dis qu'il va y avoir des petites surprises, on dit oui, on s'y attend toute la gang, c'est sûr. Écoute, zip, oui, effectivement. Mais ce que tu as dit tantôt, et je le répète, pour ceux qui l'ont essayé de nous inclure, là, je veux dire, en tant que les OSBL, ce que je vais commencer, vous pouvez encore commencer minimalement par assurez-vous que votre dossier entreprise existe et soit opérationnel. Je pense que c'est déjà une étape fonctionnelle actuellement en vue de. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait au temps X maintenant. Là. Alors voilà. Maryse Giraud, on continue, j'aime bien ça, j'ai plein de questions. Est-ce qu'il y a des endroits qui peuvent nous fournir des formations? Alors là, on change de registre au niveau de la formation. Y a-t-il des endroits qui peuvent nous fournir des formations de compétences professionnelles en ligne à Laval? Alors là, je ne sais pas, je dirais compétences professionnelles, je ne sais pas s'il y avait, j'aimerais peut-être avoir un peu plus d'informations, Maryse, alors si vous êtes en mesure de nous le préciser. Et puis, j'ai les gens de la commission scolaire qui sont déjà en train de s'échanger. Je peux peut-être vous dire qu'on va... on le sait que vous avez, en tant que chef d'entreprise, besoin d'avoir des lieux d'échange pour vous poser les questions et que des fois, au-delà de notre panel aujourd'hui, on a des membres qui, entre eux, sont capables de s'échanger des expertises. Ce que je peux vous dire, c'est un petit scoop, là, on est en train de lancer aujourd'hui même un lieu d'échange via Facebook, un groupe d'échange qui va vous permettre justement de pouvoir, en tant que chef d'entreprise et membre de la Chambre, ça va être un privilège pour les membres, de pouvoir échanger et d'avoir accès à des réponses professionnelles, parce que veut pas que de chef d'entreprise à chef d'entreprise, on a tous un niveau d'expertise à pouvoir échanger, tout comme on parle présentement sur la question des compétences. Alors, on pourra en reparler dans quelques instants. Je vais demander peut-être à Jean-Sébastien, on avait également hors ligne avant la rencontre d'aujourd'hui, certaines questions nous avaient été posées par certains membres. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, notre télésino, a accès à cette information-là présentement. As-tu la liste de ces questions-là? Juste avant, est-ce que tu as vu la question de Richard? Oui, concernant l'admissibilité des demandes? Oui. Oui, alors on y a répondu disant qu'effectivement, que le site n'était pas prêt présentement, mais que de toute façon, il y avait des étapes préalables qui étaient de s'assurer que votre dossier entreprise en tant qu'entreprise soit activé, existant, parce que ça va être une condition pour pouvoir accéder à cette subvention-là. Parfait. Bien, moi, j'avais une question aussi. Si une entreprise a
n'a pas eu beaucoup d'activités avant parce que, par exemple, c'est une entreprise saisonnière, mais qui, là, dans le contexte de la crise, est capable de continuer à opérer et donc redémarre normalement ses activités maintenant. Mais évidemment, le contexte étant ce qu'il est, aurait besoin d'une aide financière. Étant donné qu'il n'y avait pas de revenus avant, est-ce qu'il y a des programmes ou des moyens qui seraient disponibles pour cette entreprise-là qui n'a pas fait de revenus finalement pour les 9 derniers mois? Bien, par exemple, il y a toujours qui existe la subvention salariale temporaire de 10 là, qui existe toujours pour la petite entreprise. Donc, c'est une subvention qui est de moins envergure, qui est limitée à 25 000 par entreprise. Donc, vous pourriez regarder cet élément-là. Là, c'est admissible pour une société qui avait droit au plafond des affaires pour la déduction des petites entreprises l'an passé. Donc, je vous invite peut-être à regarder ce programme-là. Sinon, puis je pense que c'est un point que Jonathan voulait amener aussi dans la discussion, c'est que bien, on parle beaucoup d'aide en appui aux entreprises qui subissent une baisse de revenus dans le cadre de la crise, mais il faut penser à toutes nos belles entreprises qui sont en croissance, qui sont plutôt en expansion. Donc, les autres programmes demeurent. Il y a d'autres programmes qui existent encore. On était inquiets au début à savoir est-ce que le gouvernement, parce que ces programmes d'aide-là, dans le temps de la COVID, coûtent extrêmement cher en termes de finances publiques, est-ce qu'ils vont laisser tomber les autres programmes? Et pour l'instant, ce n'est pas le son de cloche qu'on a parce que nos gouvernements ont l'intention de relancer l'entreprise et ils savent que c'est ces entreprises-là qui performent actuellement, qui vont pouvoir nous appuyer dans la relance de l'entreprise. Donc, je vous invite à regarder d'autres subventions qui pourraient exister en fonction de la nature de vos projets. Il existe une multitude d'autres programmes. Encore pas plus tard qu'une semaine ou deux, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a remis en place un programme d'innovation qui avait déjà existé l'an passé. Donc, tout le reste là n'est pas arrêté. Là. Alors, soyez à l'affût de d'autres formes d'aide. Très bien. J'ai d'autres questions également ici. Je suis une entreprise de services essentiels concernant le PACME. Quels sont les programmes offerts pour les entreprises, pour les employés? Est-ce que les cours de langue le sont? Donc, je pense qu'on veut un peu plus de précision oui, effectivement. Si vous avez tapé PACME dans un furteur de recherche sur Internet, vous allez tomber sur une page qui est dédiée à la subvention PACME qui est très bien faite. Vous avez la liste de tout ce qui est admissible et les dépenses aussi admissibles. Et on mentionne que les programmes de formation en francisation seraient admissibles. On ne parle pas d'apprendre l'espagnol, malheureusement. Là, je ne l'ai pas vu, ce bout-là, mais prenez le temps d'aller voir la page web. Et puis, si vous pensez que ça ne répond pas à vos questions, au bas de la page, il y a des endroits avec qui vous pouvez communiquer, des numéros de téléphone, des adresses de courriel, avec qui vous pouvez communiquer avec des agents de gouvernement pour avoir des précisions, à savoir si ce que vous avez en tête pourrait cadrer dans la mesure. Merci. Oui. Par rapport à ce programme-là, je peux peut-être illustrer, je sais qu'un des ministres, le premier ministre, illustrait l'utilisation du programme de façon assez particulière. Imaginez, par exemple, un restaurateur. On sait que les restaurateurs, présentement, sont parmi ceux qui subissent les plus grands coûts et contre-coûts de cette pause économique-là. Par contre, le restaurant ne peut pas ouvrir sa salle à manger. Par contre, peut avoir un service de comptoir pour emporter, ce qui fait en sorte que son cuisinier, son chef cuisinier, au lieu de travailler 8 heures par jour, va peut-être avoir besoin de travailler 3 à 4 heures. Il n'y a rien qui empêche. Le but du ME dans le PACME, c'est maintien à l'emploi. Donc, c'est d'utiliser peut-être les 3 heures de notre chef, de le combler par un 5 heures de formation sur des nouvelles techniques culinaires, par exemple, et ça serait parfaitement admissible. Ça permet à notre chef de maintenir son emploi complet de 8 heures et d'être parfaitement admissible et de quand même garder l'entreprise partiellement ouverte. C'est une façon claire de démontrer une des utilisations qui était entendue pour ce programme-là. Alors, je ne sais pas si en l'illustrant comme ça vous donne des idées à ceux qui sont présents présentement là, de l'utilisation. On avait d'autres questions, oui? Oui, c'est ça. Ceux qui sont en ligne, je vois qu'il y en a encore des questions qui rentrent, donc on va y venir. Mais si vous en avez, on a une quinzaine de minutes encore, donc profitez-en. Je vous invite à entrer vos questions dans la boîte de chat là, qui est accessible directement là, sous la vidéo. Et j'en ai une autre question ici. Pour le 40 000 offert par le gouvernement pour les entreprises ayant payé plus de 50 000 en salaire en 2019,
Qu'en est-il des paiements effectués en honoraires pour les pigistes, les comptables, les notaires, les avocats? Est-ce que c'est calculable dans le 50 000 $? C'est une excellente question. Là, je ne suis pas dans la fiscalité. Peut-être, Gérald, tu peux répondre à cette question-là, mais de toute façon, c'est le montant qui est sur le T4 sommaire. Donc, Gérald, peut-être que tu as plus de précision. Là. Non, malheureusement, je n'ai pas de précision. J'aurais le même réflexe que toi, mais validons cette information-là pour s'assurer qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Là, mais mon premier réflexe, ce serait non. Je ne sais pas, peut-être que Jonathan a des commentaires. Je pense que tu t'es plus attardé à cette fameuse aide. Ben, c'est vraiment le T4 sommaire. Une des choses qui est bien importante au niveau de la masse salariale, c'est que les dividendes ne sont pas inclus dans le calcul. Fait qu'une entreprise qui a 1,4 million de salaire, 300 000 de dividendes, ce n'est pas 1,7, c'est bien le 1,4 seulement qui permet de qualifier. Donc, tous les entrepreneurs qui se payent en dividendes, bon pour eux autres si jamais ça les mettait over, moins bon si jamais ça leur permettait pas de remplir le seuil au début de 50 000. Mais sinon, non, pour la réponse spécifique, l'information qu'on a, c'est vraiment, il faut qu'on envoie les documents. Les documents doivent démontrer masse salariale maintenant entre 20 000 et 1,5 million. Et il n'y a pas d'exception faite là. Puis même si vous tentez d'appeler directeur de compte ou autre à la banque, la réponse va être que c'est géré par un département totalement indépendant et que vous devez répondre aux critères là, gouvernementaux. Donc, pour une entreprise comme la sienne qui aurait monté son entreprise davantage en travaillant avec des sous-traitants, qui n'auraient pas vraiment d'employés fixes, à ce moment-là, il ne peut pas vraiment garder cette expertise-là. Eux sont traités comme des employés, des travailleurs autonomes à ce moment-là, j'imagine. Exact, ils ne sont pas éligibles puisqu'ils ne sont pas sur la masse salariale, mais eux, en tant que travailleurs autonomes, peuvent se qualifier eux-mêmes comme individus parce que la subvention, en fait, le prêt est très, très, très avantageux. Vous permet de vous qualifier dès que vous avez un numéro d'entreprise et que vous avez un compte d'entreprise. Un des avantages qu'on a au Québec sur certaines provinces, c'est que je ne sais pas ce qu'en français, les individus enregistrés qui opèrent avec un numéro de NEQ peuvent être éligibles quand même en tant que travailleurs autonomes s'ils utilisent un compte d'affaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Et donc, malheureusement, pour la personne qui pose la question, on n'est pas en mesure d'aller le chercher, nous, puisque ce n'est pas notre masse salariale à nous. Si je peux rajouter, excuse-moi, oui? Karen, je peux rajouter aussi pour Jonathan mentionnait le compte d'affaires. Un des critères d'admissibilité pour le prêt de 40 000, c'est que le compte d'affaires doit avoir été ouvert avec la banque principale avant le 1er mars. Donc, s'il y a des clients qui ont transféré de banque entre les deux puis ont fermé les comptes, là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais donc le critère, c'est que le compte de banque principal doit avoir été ouvert avant le 1er mars. Bien, je vous souhaite dans ce temps-là d'avoir plus qu'un compte. Mais j'ai deux autres questions, puis là, attention, on va faire du coq à l'âne encore, là, puis c'est correct, c'est le but de l'exercice aujourd'hui. J'ai France qui demande, là, on parle de la subvention pour les OSBL, j'imagine la subvention salariale de 75 %. Comment est-ce qu'on détermine la perte de revenus pour un OSBL qui reçoit des subventions? Oui, Caroline, pour cette question-là, je vais me permettre deux commentaires. Avant de répondre à France, premier point, tous les OSBL puis les organismes de bienfaisance enregistrés, c'est un monde en soi dans cette fameuse subvention-là. Il y a beaucoup d'exceptions parce que le gouvernement ne veut pas accorder une subvention à des institutions publiques. Par exemple, une municipalité, une école publique, une commission scolaire. Donc, dans la loi, ça a été indiqué, puis il y a une panoplie d'exceptions que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Donc, premier point à France, je ne connais pas ton organisme. Il faudrait d'abord s'assurer que vous êtes admissible dans cette subvention-là. Si oui, bien écoute, pour les organismes de bienfaisance enregistrés et sans but lucratif, bien, il y a un choix d'exclure du calcul des revenus les subventions venant des gouvernements. Donc, au début, quand tu dis, OK, je suis admissible, je vais présenter des demandes dans vertu de ce programme-là, vous allez faire le choix dans votre calcul de revenus d'exclure toutes les subventions venant des gouvernements et de faire votre calcul par ailleurs. C'est une option qui est présentée dans la loi. Donc, ils tiennent compte du fait que divers organismes opèrent avec divers modèles.
Donc, Oui. un peu comme, je reviens un petit peu à ce que nos panélistes nous disaient, les premiers programmes qui sont sortis, le but, c'était de faire un Pareto. Là, on essayait d'avoir des programmes qui allaient viser le plus large, qui couvraient 70 des besoins et autres, et qu'actuellement, ils sont en train de doucement adapter. Ils se rendent compte qu'il y a des situations importantes, mais qui tombent entre deux chaises. Ils sont en train d'adapter ou assouplir les mesures de façon régulière et progressive pour s'assurer que les gens qui en ont réellement besoin, qu'un palier de gouvernement ou l'autre va être présent pour les soutenir. C'est du moins le signal qu'on a eu tant du fédéral que du provincial actuellement. Je fais un saut vers Hubert, là, je te regarde même si j'ai la caméra devant moi. Hubert, j'ai Cathy qui demande que pour le futur, quels seront les impacts de rémunération d'employés? On parle des taux horaires ici, pour des postes qui deviendront maintenant plus numériques, digitales ou même de télétravail. Est-ce que c'est plus à la hausse? Excellente question. Elle est complexe, hein, la question de rémunération. Je pense qu'on a commencé à entendre déjà parler, mais au niveau gouvernemental, c'est sûr qu'il y aura des changements majeurs. Mais ça c'est à venir. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas l'urgence. Mais ça dépend beaucoup aussi des conventions collectives. Je crois que des prochaines négociations de conventions collectives, ça va être une question sur la table. Probablement, ça va passer par la réévaluation des emplois. Forcément, pour évaluer la valeur réelle qui va justifier. Ça va être conditionné aussi beaucoup par rapport des frais fixes des entreprises, par exemple, qui vont avoir à réduire des espaces comme des bureaux où les gens devaient avoir à se faire. Mais ceux qui vont dégager, il y aura des compensations probablement qui vont se faire. Puis ça va dépendre aussi beaucoup par rapport à chaque marché, à la concurrence, parce que la fidélisation des employés maintenant va devenir de plus en plus difficile. Surtout quand on va reprendre la vitesse de croisière au niveau économique, la concurrence risque d'être encore plus forte. Pourquoi? Parce que dans le télétravail, travail à distance, le sentiment d'appartenance et de fidélisation va être un défi parce que beaucoup la rétention, c'est lié aussi à ça. Ce qu'on appelle la rémunération intangible va devenir aussi un facteur important. Donc, d'autres avantages que juste les salaires va peser énormément. Moi, je crois qu'il y aura de plus en plus de compensations à ce niveau-là. Là, il y a le niveau salarial. Donc, actuellement, c'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, je pense que ça va être beaucoup les impacts post-COVID. Comment l'organisation du travail quelle forme que ça va prendre. Puis aussi, comment les conventions collectives à venir, la position des syndicats aussi, comment ils vont se positionner. La valeur des emplois va évoluer. Puis aussi, finalement, le dernier point par rapport à ça va être très relié à ça aussi, la santé et sécurité. Plus les gens vont travailler de chez eux, mais maintenant, comme des accidents de travail, comment on va évaluer ça? Donc, alors, il y aura des investissements, ce qu'on va dégager au bureau, on aura à les réinvestir pour équiper des gens chez eux, avoir des conditions de travail sécuritaires. Mais ça, on sait que le défi est toujours comment on va évaluer ça. Merci. Merci beaucoup, Hubert. J'ai une dernière question ici, parce que le temps file, n'est-ce pas? Gaël Radier nous demande, est-ce qu'une entreprise traditionnellement en comptabilité d'exercice peut justifier une admissibilité, par exemple 15 de baisse de revenus, sur des calculs en comptabilité de caisse? Bien, oui, effectivement, toujours pour la fameuse subvention salariale d'urgence du Canada, effectivement, c'est une possibilité que le gouvernement a intégrée dans la loi. Effectivement, si votre entreprise faisait toujours des états financiers sur base d'exercice, on a quand même mis dans la loi la possibilité de faire des calculs de baisse de revenus sur une base de caisse, qui est une excellente nouvelle parce que plusieurs entreprises ont un modèle de facturation. Pensez à une entreprise, par exemple, dans le domaine informatique, où on facture une licence à un moment donné de l'année et la licence sert pour plusieurs mois d'utilisation, qu'on amortit le revenu au fil des mois. Ces entreprises-là ne se qualifiaient pas du tout. Par contre, puisque maintenant la comptabilité de caisse est possible, effectivement, certaines vont pouvoir se qualifier si les autres critères sont rencontrés par ailleurs. Caroline, je me permettrais un dernier commentaire, peut-être en lien avec Hubert qui parlait du post-COVID. Puis oui, effectivement, c'est important de bien planifier la post-COVID, effectivement. Donc, cette fameuse aide là, de la subvention salariale d'urgence du Canada, bien, sachez qu'elle est imposable. Hein? Donc, ça va vous impacter en termes de bénéfices imposables dans le futur. Donc,
quand vous planifiez vos liquidités, pensez que cette partie-là, vous allez devoir payer de l'impôt dessus peut-être. L'autre point, c'est que cette subvention interagit avec peut-être d'autres programmes d'aide que vous avez actuellement ou d'autres programmes de crédit d'impôt, par exemple la RSDE, le crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques. J'ai des entreprises, par exemple, qui bénéficient de programmes avec le CNRC Paris. Donc, même les ententes que vous avez actuellement d'aide d'autres programmes, allez lire les fines lignes de ces contrats-là parce que peut-être que l'entente que vous avez convenue avec une autre entité gouvernementale vous empêche de bénéficier d'une autre forme d'aide parce que les aides vont finir par se manger les unes sur les autres. Donc, portez une attention là-dessus là, pour ne pas s'automutiler, si je peux m'exprimer ainsi, en réclamant plusieurs formes d'aide. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va cogner à votre porte pour dire « Monsieur, madame, vous allez devoir me rembourser une partie des fonds qui vous ont été accordés parce que ça ne respecte pas l'entente que j'avais convenue avec vous. » Un grand merci. Je pense qu'on fait pas mal le tour et on respecte les délais de chacun. Tout le monde retourne au travail, là, après tout. Mais je voulais, en vous remerciant, alors Gérald et Jonathan de Deloitte et puis Michel de la Banque nationale, Hubert de chez Consilium, Michel, de notre président du conseil et franchement, tout le monde, un grand merci. Puis merci à notre télésino de la CCIL. Si vous voulez mettre sa caméra, on pourrait peut-être le voir apparaître derrière son appareil photo. Là, notre télésino. Bonjour Jean-Sébastien Trudel à la Chambre. On voulait vous dire qu'on va vous inviter à poursuivre. J'ai fait un petit peu le scoop tantôt. On vient tout juste de créer live un nouveau groupe sur Facebook. Pourquoi? Vous le savez, vous avez peut-être remarqué que depuis le tout début, je pense le jour 4 de la COVID, on a commencé à faire des capsules de vigie à la Chambre de commerce pour vous, chefs d'entreprise Lavallois. On a également, à travers ces capsules de vigie, commencé à faire également des échanges, des entretiens avec des divers chefs d'entreprise qui vivent chacun à leur manière, des hauts et des bas. Mais oui, il y a des hauts, puis oui, il y a des bas, avec la situation actuelle de pause économique. Et donc, le nouveau groupe Facebook, on vient de le mettre dans le chat room présentement. Il s'appelle COVID-CCIL, mais je crois qu'il va peut-être évoluer de nom parce que j'ai un pressentiment que ce groupe va rester et demeurer bien après la période actuelle. Et on vous invite donc à y participer. Les gens qui sont présentement autour comme panélistes, je vous invite peut-être avec vos chapeaux Facebook de peut-être venir nous joindre dans cet espace-là de façon conviviale pour qu'on puisse chacun, à notre manière, faire partie d'un club de solidarité lavallois, membre de la Chambre et fier de l'être, pour pouvoir justement échanger. Et qui sait, vous aussi, allez peut-être en apprendre avec d'autres expertises qui seront dans cette salle virtuelle-là. Alors, Monsieur Michel Rousseau, peut-être que je pourrais te proposer un petit mot de la fin, si tu le souhaites. Qui n'était pas prévu. Mais bon, ben là, tu n'es pas obligé. Non, ben, je voudrais vraiment remercier chaleureusement nos experts économiques, financiers et humains, Hubert, de nous avoir partagé toutes ces informations-là parce qu'évidemment, c'est difficile d'essayer de s'y retrouver, surtout qu'on l'a vu, ça change rapidement. Et à tous nos participants, donc oui, participez et venez sur notre nouveau Facebook. Et aussi nous faire part, évidemment, de toutes les idées que vous avez, comment on voit la société lavalloise de demain, que ce soit des idées, des vœux, peu importe, on a besoin d'avoir vos idées, d'avoir vos lumières pour alimenter le débat au niveau du comité pour qu'on puisse bâtir cette société meilleure à laquelle nous aspirons tous. Merci tout le monde. Merci. Alors, ce que j'avais peut-être oublié de vous dire à tous, puis que je peux peut-être en profiter rapidement, il va y avoir une suite. C'était notre premier Midi Mag. Alors, je remercie encore une fois les partenaires qui ont permis de nos Midi Mag réguliers, qui nous permettent de rendre ça possible. Et je vous donne rendez-vous à la fin mai. Pourquoi je dis fin mai puis pas une date spécifique? C'est qu'on souhaite aller chercher des paliers gouvernementaux, fédéraux, provinciaux et de la ville de Laval. Et je sais que Stéphane Boyer, qui nous écoutait, avait déjà accepté d'être présent
On veut, en mode relance, voir comment les différentes aides, pas les aides gouvernementales, mais nos paliers, quand ils vont être en action, au-delà des aides, les mesures d'action pour la reprise économique. Mais on attend que la reprise soit un petit peu mieux engrangée pour être capable de se revirer, vous donner une date, puis vous donner un rendez-vous avec un contenu pertinent et percutant. Alors, on vous revient, puis on va communiquer avec vous pour tout ça. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.